Du coup, du coup, euh, on va parler de Green Post, qui est un jeu auquel je joue depuis Green Post depuis juillet, un truc comme ça, qui est un deck vraiment que je trouve plutôt assez fun dans la mesure où c'est un pack complexe mais qui est très rewarding et qui surtout a pas tant de variance en fait que ça. Vous allez être parfois frustré de vos draws, mais souvent votre plan de jeu en fait il dépend pas du hasard, il dépend de est-ce que vous savez jouer ou pas. Et ça je trouve que c'est quand même plutôt pas mal dans un jeu avec autant de variance que Magic. Euh, c'est aussi un deck qui est peut-être assez exigeant, du coup, comme je disais, donc vu que ça dépend pas mal de vous, et du coup ça rend les victoires plutôt agréables parce que vous les avez méritées, parce que vous les avez cherchées. Vous aurez aucune victoire rapide, on va dire. Enfin, il y en a très très peu. Euh, En fait, même les victoires faciles de poste, elles sont un peu... Enfin, c'est long, quoi. Mais en fait, il y a un truc qui est très rigolo à noter aussi avec poste, c'est que des fois, vous gagnez des games, mais vous savez que vous êtes à 6 tours de vraiment la gagner. Mais votre adversaire, il s'en rend pas forcément compte. S'il est pas habitué à jouer contre poste, en fait. Ça, c'est assez rigolo, moi, je trouve. Euh, c'est un pack qui ouais, a des gros arguments pour se battre et qui pardonne assez peu les erreurs et qui en fait, sans trop interagir avec l'adversaire, arrive à faire un peu sa tambouille et on ne sait pas trop comment. Enfin ce pack, on ne sait pas trop comment il gagne, mais il y arrive quand même. Et ça, c'est beau. Euh, Par rapport à comment ça s'inscrit dans la méta actuelle. Alors, moi, il faut savoir qu'en ce moment, le Legacy, ça me gave un peu. Euh, je suis pas très fan de comment ça a évolué. J'étais pas très fan de Ragavan à la base. Je sais que maintenant, c'est pas cheaté, Ragavan. Pour l'avoir joué, je sais que c'est pas cheaté. Le seul problème, c'est que la méta, la façon dont c'est settled, je trouve que. Enfin, ça a quand même rien à voir avec le Legacy d'avant. Urza's Saga, pour moi, c'est pas un bon ajout. Ragavan n'est pas un bon ajout. Murktide non plus. Euh, Iteration non plus. Le problème, c'est qu'il va falloir vivre avec. Je pense, parce que je crains qu'il n'y ait pas de ban, en fait, qui arrive. Et ouais, la méta bien shift. Du coup, je crains qu'il n'y ait pas de ban qui arrive, et du coup, falloir s'habituer, va falloir vivre avec. Va falloir aller vivre avec, c'est ça. Exactement ça, mon bon Isolated System. Et du coup, est-ce que Post vit bien dans cette méta? C'est une question dont on va pas, enfin, que je vais traiter plus après avoir un peu présenté les decks et notamment ses fonctionnements. Alors, je vous ai mis les cartes qui font que ça s'appelle comme ça, en fait. Donc, je vous ai mis les postes, je vous ai mis le vert. Voilà, c'est assez simple. Et en fait, on va parler un peu carte par carte de pourquoi elles sont là. Ce sera assez, normalement, assez clair. Enfin, je vais revoir un peu les cartes une par une, pourquoi on est arrivé à cette kiss. Tu t'amuses avec Post en vrai de fou. Non, vraiment, vraiment, meilleur jeu, quoi. Trop rigolo. Enfin, je vais vous dire pourquoi, mais parce qu'il y a plein de possibilités, c'est un deck ultra complet. Ici, là, j'ai pris la liste que je pense qu'il faut jouer. Par rapport à Delver, ouais, plus. En fait je vais y répondre un peu plus en détail après, mais le gros avantage qu'a Post, c'est intellectuellement, c'est satisfaisant à jouer. Intellectuellement, il y a vraiment un côté satisfaisant. Des games où tu sais que tu as pris des bonnes décisions et que 10 tours plus tard, tu gagnes la partie parce que tu as pris la bonne décision 10 tours avant. Ce qui est pas le cas dans Diver. Diver, c'est 2-3 tours en avance. Post, tu dois avoir beaucoup plus. Ça récompense vraiment la connaissance du format et la connaissance de tes match-ups. Et ça, c'est plutôt agréable. Euh, c'est moins fun dans la mesure où tu te fais dégommer par pas mal de combos. Et ça, je vais y revenir, mais ça, c'est le côté un peu triste. Tant pis. On fait avec. Bref, du coup, je disais, on part sur la liste de Into Play. Il a fait, donc avec ça, il finit 5ème au Premier Legacy qui s'est tenu
peu avant l'Eternal Weekend, je crois. C'était pendant l'Eternal Weekend Vintage. Ou peut-être un peu avant. Un peu comme DNT, quoi. Ouais, un peu comme DNT. Hein. Ah non, c'était même l'Eternal Weekend, tout bêtement. Je sais pas, c'est pas noté. Bref, c'est un top 8 avec beaucoup de joueurs. Attendez, on va juste checker l'event. En fait, ils mettent première, mais je crois que les Eternal Weekend, ils les appellent première aussi. Donc, je crois que c'est Eternal Weekend, de mémoire. Surtout que je me souviens qu'il avait fait top 8 en Eternal Weekend. Comme je disais, c'est la liste qu'il faut jouer. Je vais expliquer pourquoi, je vais expliquer les alternatives si on veut s'y intéresser. Mais globalement, cette liste, elle est plutôt bien. Il n'y a pas trop de soucis. Alors déjà, le premier truc qu'on va parler, donc c'est pas Reclaimer, j'ai juste mis, on en parlera plus tard de Reclaimer. On va parler des terrains. Les terrains, je pense que c'est le truc le plus important, donc comme vous pouvez le voir, c'est déjà les postes. Alors 4 postes, c'est plus simple, y a rien à savoir dessus, on est là pour ramper, donc on joue 4 postes, point. Ok, il y a rien d'autre à savoir dessus. Glimmer est beaucoup plus compliqué. Enfin, Glimmer a un autre rôle, donc déjà ça fait une redondance de Cloud Post, ça c'est super important. Mais la vérité c'est qu'au-delà de cet aspect ramp, Glimmer Post a le gain de points de vie qui est très très loin d'être négligeable, donc parfois ça peut vous mettre hors de portée d'un Right Cage par exemple, mais ça vous permet aussi de temporiser de manière absolument certaine. C'est-à-dire que, en fait, vous allez avoir plein d'occurrences où vous pouvez chercher n'importe quelle land. Et parfois, il y a des terrains en fait qui vous permettent de temporiser, mais que s'ils se font Wasteland par exemple, vous n'allez pas pouvoir temporiser en fait. Au moins, Glimmer, une fois qu'il est là, il a gagné ses points de vie, il vous a donné un peu de temps. Et parfois, le meilleur move, en fait, quand vous cherchez des terrains, quand vous résolvez un titan, pour être sûr de survivre au prochain tour, vous prenez juste 2 Glimmer, vous prenez vos 10 points de vie, et normalement, ça temporise bien. Donc en fait, le gain de points de vie est extrêmement important sur Glimmer Post. Je voulais juste revenir là-dessus. On ne joue pas Glimmer Post que pour le ramp. Et, et c'est une carte qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser au premier abord, parce que c'est une carte où on va souvent réfléchir quand on doit aller chercher quelque chose. Le dernier truc sur lequel je voulais revenir, c'est ces 6 forêts. Alors les forêts, pourquoi on en joue? Parce qu'il nous faut des terrains qui se fassent pas Wasteland, parce qu'on a besoin de verre. Pourquoi on en joue que 6? Parce qu'on n'a pas beaucoup vraiment la place d'en jouer plus, c'est que c'est un terrain, souvent on l'a en x1 ou x2 et c'est suffisant. On n'en joue pas vraiment 6. On n'en joue pas vraiment 6, je dirais qu'on en joue 7. Parce qu'on joue aussi donc un fetch. Alors pourquoi on joue un fetch? Parce que à un moment j'avais eu la question qui était revenue. Je sais plus qui me l'avait posé. On joue pas un fetch pour épurer notre bibliothèque. En fait, quand vous jouez post, vous n'avez pas envie d'épurer votre bibliothèque parce qu'en général, faire un land drop par tour, c'est comme ça que vous allez gagner la partie. À moins qu'on soit genre en late et que vous cherchiez plus une carte qui fasse de l'action. Mais Verdant n'est pas là pour épurer le deck. Verdant est là pour faire office. Bah non, pas vraiment Ramunap non plus. En fait, si on jouait des fetch pour Ramunap, on jouerait peut-être 2-3 fetch. Facilement. Ramunap, je vais y revenir aussi dessus parce que c'est assez compliqué. Mais de toute façon, on va faire un peu toutes les cartes une à une et voir une depth. Verdant est là pour faire que ça se sonne 3-4. En fait, Verdant est là pour donner une sorte de plan B au deck. Donc déjà, de manière plutôt évidente, de faire en sorte que Reclaimer survive à Bolt. En fait, grâce à Verdant, vous avez opté Crop into Verdant, into Land, et pour peu que vous ayez déjà sacrifié un land avant avec Reclaimer ou que vous étiez déjà fait Wasteland, bah lui, il est 3-4, donc il survit à Bolt. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que des fois, donc ça m'est arrivé sur plusieurs parties, vous pouvez partir un peu plus agressivement. Tous vos zéniths, pour 2, vous allez chercher des 3-4. Et c'est grâce au fait que Verdant accélère vraiment d'un tour le fait de mettre un land dans le cimetière. Donc c'est pour ça qu'il y a un fetch et un seul, parce qu'on veut pas non plus épurer notre bibliothèque, parce que c'est important d'avoir les 6 forêts. Et parce que ça aide du coup Reclaimer à être fort. J'ai rarement
rejouer une Verdante du cimetière avec Ramunap pour le coup. Donc pour moi, c'est nettement moins significatif en fait que le fait qu'il y ait Ramunap que le fait qu'on veuille booster petit pote à la compote, quoi. Du coup, ça c'est pour Verdante, c'est pour tout ce qui est forêt et les postes. On est passé dessus. On va parler un peu d'autres terrains. Donc de la huitième forêt. Alors c'est pas vraiment la huitième forêt. Disons que caverne, parfois ça vous permet de garder des mains où vous n'avez pas de source de verre. Et du coup ça permet de jouer votre elfe. Disons que caverne c'est plus là pour assurer que Titan se résolve contre les match-ups qui ont des Force of Will ou des Days. Donc vous savez que vous pouvez chercher quelque chose qui fera que ça serait votre Titan il se résolve. Et c'est plutôt important. Après c'est pas un land non plus... Enfin, en fait, il est clé dans les match-up contrôle, mais dans la plupart des autres match-up, c'est plus une forêt en plus. Et ça permet d'assurer d'avoir le vert en main de départ. Parce qu'en fait, on voit dans les games de poste que c'est souvent. Tu l'avais acheté pour le pack ou t'en avais déjà une je l'avais déjà celle-là. Sinon, je l'aurais acheté en anglais parce que en français. Et du coup, voilà, la caverne, c'est aussi une source de verre en plus. On va parler de quelque chose qui est plus qu'une source de verre, c'est Yavimaya. Donc Yavimaya qui est une carte, mais qui donne au pack beaucoup de sa puissance, je pense. En fait, ce que fait Yavimaya, c'est elle permet à beaucoup de terrains qui font pas de mana, dont on va voir là. Là, j'en ai. Enfin, je vais y venir. Mais elle permet à beaucoup de terrains qui font pas de mana de produire du mana. Et notamment pour un en particulier, dont j'en reparlerai quand j'arriverai dessus, c'est vraiment super important. Ça permet vraiment de stabiliser. Ça permet aussi, si vous avez besoin que d'une source de verre, enfin, en fait, si vous avez accès qu'à une forêt, c'est de la transformer en Yavimaya contre les decks qui n'ont pas Wasteland. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir casser Titan sans avoir besoin de la deuxième forêt. Ça stabilise énormément de choses. Ça aide à la combo Marit Cage, Thespian Stage. C'est notre neuvième source de verre. Ouais, ça, c'est la neuvième source de verre, et d'ailleurs, il n'y en a pas plus. Et pourquoi on joue qu'en x1? Parce que on n'a pas besoin d'en chercher deux. C'est rarement un terrain qui se fait Wasteland, à part si vous l'avez vraiment en tour 1, en seul source de verre. Vous n'avez pas envie en général de l'idée sur un Yavimaya, même si parfois c'est nécessaire. Euh, vous voulez jamais en avoir deux en main. Jamais. Parce que c'est légendaire. Et un, ça suffit parce qu'en fait, quand vous en aurez besoin, vous aurez les moyens de le chercher en général. J'ai pas d'autres arguments qui feront qu'on n'en veut pas deux. C'est fou qu'un deck mono G joue 9 sources de verre seulement. Ouais, après on a des moyens de les chercher justement. Il y a une carte qui fait que c'est possible, enfin j'en parlerai plus tard, mais c'est ça, c'est Once Upon a Time. Ok, donc ça c'est pour les sources de verre. On va rapidement parler justement de Depths. Donc déjà, il y a Vimaya fait que Depths c'est du verre, mais surtout fait que la combo Depths ne requiert que 3 landes, donc avec Stage, Depths et Yavimaya. Donc il n'y a que 3 manas. Ça, c'est d'ailleurs ce qui a fait que Blanc-Vert Depths est devenu un peu la manière privilégiée de faire la combo, vu qu'on n'a plus besoin d'Urborg. Euh, que dire de plus dessus? Donc sur Depths, pas grand-chose. Sur Stage, il y a beaucoup plus de choses à dire, parce qu'on en joue deux, on n'en joue pas qu'une. En fait, on en aurait joué qu'une si ça servait que pour Dark Depths. Mais Stage sert à beaucoup plus de choses que Dark Depths. La première de ses utilités par rapport à ce qu'on a vu plus tôt, c'est de copier Cloud Post. Ça, c'est sa première grosse utilité. Euh, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, notamment, par exemple, au hasard, on va parler de Kazam. Kazam, c'est peut-être le plus gros sujet du pack. Et c'est peut-être la carte qui va différencier si vous savez à jouer d'un joueur qui va gagner quelques parties avec poste parce que le deck est parfois inarrêtable. D'un mec qui va gagner beaucoup plus de parties parce qu'il sait timer les choses en fait.
Précipice glaciaire, c'est toute une affaire de timing. Parce que forcément, il y a entretien cumulatif et du coup, vous ne pouvez pas garder sur la table tout le temps. Et c'est un terrain qui demande énormément de setup, qui est aussi... parfois, vous ne pouvez pas choisir de jouer quand vous voulez. Si vous l'avez par exemple en main, vous allez devoir réaliser quel est le moment où vous allez devoir jouer votre Chasm parce que potentiellement, il y a une attaque létale qui arrive après. Donc ça, par exemple, contre Elf, c'est une question qu'on se pose assez souvent. Et Chasm est pas un terrain qui fait automatiquement gagner. Enfin, vraiment, encore une fois, s'il n'y a pas de setup à côté, c'est assez difficile. C'est un terrain qui va très bien avec deux cartes qu'on vient de voir que sont... On va virer... Depth a pas d'autre utilité que 20-20 contre les decks combo. Et Caverne, on en a déjà parlé. C'est un bon land de merde à première vue. Et là, non, c'est incroyable. Ça va très bien avec Yavimaya parce qu'en fait, vous allez avoir des matchs où vous allez vous retrouver avec ces deux landes en jeu assez vite. Donc tour 3, parce qu'il faut que sacrifier. La carte clé du deck dans beaucoup de match-up, de fou. De fou. Surtout contre tous les match-up aggro, elle est très importante. Et aussi contre beaucoup de match-up, une fois que vous aurez Needle Wasteland, elle va être vraiment clé. Donc, souvent, il y a plein de moments où quand vous aurez genre une ou deux crops, enfin vos trois terrains, vous êtes contre aggro, vous regardez aggro, vous allez vouloir chercher le précipice et garder Yavimaya en jeu avec. Ou le poser après éventuellement, par exemple si vous l'avez cherché avec une map. Ce qui est bien une fois que vous avez fait ça, c'est que vous êtes sûr d'avoir l'accès au vert et vous êtes sûr d'avoir au moins accès à 2 mana, donc ça vous permet de temporiser, notamment parce que vous pouvez toujours activer Reclaimer, vous pouvez toujours facilement jouer vos maps. Et le fait que ça fasse du mana en termes de tempo, c'est extrêmement important. Aussi parce que une manière de temporiser avec Chasm, c'est de le copier avec scène de théâtre. Et du coup, avoir les deux mana, ici c'est beaucoup plus simple parce que les deux s'engagent, paf, on copie ça. On le copie quand on le copie à l'upkeep. Parce que du coup, vous pouvez laisser le trigger de Chasm partir. Par exemple, si vous êtes à 5, que c'est le troisième trigger, vous prenez à votre upkeep. En réponse au trigger, vous copiez Chasm avec le mana qui produit lui-même. Donc en fait, c'est plutôt simple en fait de le faire. Vu que vous avez Yavimaya. Et du coup, vous payez 0 points de vie, votre Chasm est sacrifié. Donc on s'en fout. Et vous avez votre stage qui est copie de Chasm et qui vous coûte même pas les 2 premiers points de vie en fait. Donc toute la manœuvre, elle vous a fait gagner 2 tours à peu près. Puis après, pour peu que vous continuez à jouer des Glimmer Posts ou des choses comme ça, ça va vous faire temporiser vraiment énormément de temps. Je pense que quand on n'a jamais joué contre Green Post, on se rend pas compte d'à quel point le deck il peut gagner toute une vie, quoi. Il peut temporiser, mais un temps fou. Pour peu que vous ayez... En fait, pour peu que vous ayez Reclaimer, Chasm et 2-3 landes en main pour nourrir le truc, vous allez gagner la game, en fait. La game est terminée contre certains match-ups. Donc c'est extrêmement important de connaître un peu comment ça fonctionne. Et le fait d'avoir Yavimaya aide vraiment à ça, parce que souvent ça vous fait gagner un tour, et vu qu'on est à un tour près avec un truc qui nous coûte des points de vie, il faut pas qu'il ne parte trop bas en PV quand même. Ouais. Ouais, mais souvent en fait on va stabiliser à un peu plus de 2 points. Le mieux c'est d'être à plus de 2 points de vie pour pouvoir se permettre un trigger. C'est ça. Oui, oui, non, il faut stabiliser le plus tôt possible. En général, le mieux, c'est commencer à faire ça quand vous êtes... Mais des fois, même à 7, ça peut passer, en fait. Ça dépend énormément de la situation. Ça dépend des PV qui vous restent et ça dépend des landes que vous avez. Si vous avez beaucoup de terrain, même s'il te reste peu de points de vie, même si t'en restes 5, tu vas y arriver. Si t'as 2-3 terrains, ouais, il te faut 12 points de vie, 13 points de vie pour temporiser, quoi. Et c'est ça qui est difficile à jauger, et c'est pour ça que je dis que Chasm est une carte qui demande une certaine science du timing. C'est à force de jouer qu'on comprend, ah bah tiens, maintenant, là, c'est le moment où je pars en Chasm. Et il faut aussi être sûr, parce que c'est un terrain qui se fait wasteland. Faut arriver à jauger un peu ça. Je pense que c'est une des cartes qui rend vraiment le deck difficile. À jouer, en tout cas, au début. Et puis après, on finit par s'y habituer. C'est pour ça aussi que je dis que Yavimaya, c'est un très bon terrain à avoir avec, parce qu'on s'en rend pas forcément compte au début. Mais ça permet de faciliter un peu ce que vous allez faire par la suite.
Ok, donc ça c'était Chasm. On va rapidement parler donc de Bug. Bug qui a un terrain à trigger. Donc c'est le terrain à trigger avec Glimmer, si je me trompe pas. Donc on a 2 terrains à trigger. Euh... J'enlève ça. La fluidité. Bug est là parce que on veut gagner contre... En fait, on veut gérer les cimetières de manière générale. Il y a tellement de trucs que vous pouvez gérer. Il y a Live from the Loom que vous pouvez gérer. Il y a ne pas faire en sorte que Diver puisse jouer sa Murktide que vous pouvez gérer. Il y a Dragon Rage Channeler qui va être une 1-1. Il y a Reanimator. Il y a Dredge. Euh, Il y a énormément de choses que ce Bojuka Bog permet de faire. Donc ça, c'est une très bonne Silver Bullet à ajouter, surtout quand on a un jeu qui cherche aussi facilement des terrains. Donc il fait partie des 2 lands à trigger. Et pourquoi je dis des lands à trigger? Parce que j'ai rapidement envie de parler des UA. Même si ça aussi, hein, il y a le trigger de sac de terrain avec ça. Parce que Vesuva, donc en copiant un de ses lands, il va copier le trigger. Donc en fait, on a 3 copies de bug. C'est extrêmement important à savoir contre Animator par exemple, où vous allez vouloir peut-être plusieurs fois lui exiler son cimetière pour pas qu'il combat. Et avec Glimmer, ça donne des copies en plus. Et du coup, en fait, pour revenir un peu sur Vesuva, c'est la différence qu'il y a par rapport à Stage. C'est que Vesuva copie aussi le trigger. Et Vesuva aussi sert au cas où on vous waste votre Chasm et vous pouvez chercher Vesuva en réponse. Copier Chasm, trigger de sac, vous sacrifiez Chasm, du coup vous perdez pas de land en plus. Donc Vesuva, bah, c'est comme son nom, enfin comme sa capa indique, hein, ça peut être vraiment plein de choses. Et c'est un terrain qui est assez intéressant. On l'a qu'en x2 parce que le problème c'est que l'avoir... En fait, il y a des moments où vous avez Vesuva en main mais rien à copier et vous êtes obligé de le jouer parce que c'est votre hand drop. Et du coup des fois c'est juste une forêt qui arrive en jeu engagé, ce qui est un peu triste. En général, Vesuva a besoin d'un Cloud Post pour être un Cloud Post aussi. Il a besoin d'autre chose, il a besoin d'un peu de setup et du coup on peut pas juste jouer 4 Vesuva parce que on va se retrouver dans des situations où en main on n'aura plus assez de terrain jouable et on va devoir jouer nos Vesuva de manière un peu trissoune. Alors à savoir, fun fact, hein, un Vesuva qui copie une stage qui a copié whatever, ça copie aussi l'effet de stage. À savoir. Donc voilà, là déjà c'est un peu pour les terrains. Je vais rapidement te parler de ça quand même. Tabernacle qui pour moi en ce moment est nécessaire, alors pas forcément... Ça va pas toujours être grave en fait de pas avoir, je dirais pas que c'est pas aussi nécessaire que d'autres cartes beaucoup moins chères du pack. Le problème de ne pas avoir Tabernacle, c'est que ça évite beaucoup de lignes contre les Viol decks. Donc je pense notamment à Defend Taxis et Goblins, où ça permet de vraiment les paralyser et de faire qu'avec leur Viol, ils peuvent pas dépasser sur le terrain et en plus vous attaquez votre mana base. Ils sont obligés de choisir un des deux. Et Madness, ouais. Et Madness, évidemment, contre Madness, c'est assez fort. Après, contre Madness, en général, Chasm est quasiment suffisant. C'est aussi très bien contre Delver parce que ça l'empêche de pouvoir faire trop de choses, de pouvoir juste vivre avec un Ragavan parce que le Ragavan il faut le payer donc il rentre beaucoup moins une fois qu'il faut payer à chaque fois un mana. Donc ça permet de temporiser en général et si ça se fait waste c'est pas très grave en fait. Parce que au moins vous aurez évité que ça vous waste un des terrains qui vous amène à votre win con. Donc ouais Tabernacle, je pense une carte très importante pour gagner quand même des points contre certains matchs. Et il n'y a rien d'autre à dire dessus. Enfin, la carte fait ce qu'elle fait. C'est pas la même utilité que dans Lands où on va avoir envie de waste tout le monde et ensuite tu vas avec Tabernacle. Ok. Une alternative et une carte qu'on peut éventuellement envisager, c'est Maze of Ith. L'avantage de Maze, donc, c'est que ça se fait copier par Stage et Vesuva, si vous en faut plusieurs.
Le désavantage de Maze, en fait, c'est que c'est une carte qui a l'air très bien comme ça. Par exemple, ça gère Murktide, ça peut gérer éventuellement des 20-20 et autres OSC. Attendez, parce que je réalise qu'il y a un land. Ok. En fait, ça permet de temporiser, mais en général, ça va le faire moins bien que Tabernacle contre Delver. En fait, contre Delver, Tabernacle va être meilleur que Maze. Pour la simple et bonne raison que vous pouvez énormément, si vous jouez bien, empêcher la résolution de Murktide et faire en sorte qu'une fois qu'il y a une Murktide, vous allez gagner la game. C'est un peu capillotracté. Le problème, c'est que donc, tous les terrains que j'ai présentés jusqu'à présent, ils sont nécessaires au deck. On peut pas en jouer beaucoup plus. Et l'équilibre, du coup, il est assez difficile à altérer, on va dire. Et si on joue Maze, on va devoir enlever Tabernacle, logiquement. Et on va devoir jouer Tabernacle en side parce que c'est trop fort. Parce que Tabernacle est trop fort. Le problème, c'est qu'on n'a pas une place illimitée en side. Et qu'en fait, on se rend compte que dans pas mal de match-up où Maze est fort, on peut gagner sans Maze. Donc en fait, ça complique des choses. Mais ça les complique pas suffisamment pour qu'on justifie le fait de jouer Maze. C'est un peu l'opinion que je me suis développée de ça, parce qu'aussi, Into Play, c'est bien de plus jouer. Et en fait, je suis assez d'accord. C'est genre une carte que t'as l'impression qu'il va être forte et qui va... Tu vas te sentir plus safe avec Maze. Mais finalement, quand tu vas le chercher, ça reste un terrain qui fait pas de mana, qui aide pas ton plan de jeu, et qui gère qu'une carte adverse, quoi. Et c'est pas suffisant de gérer une carte adverse. Je pense que c'est ça le raisonnement qui fait que on joue plus Maze. Après, je pense que c'est une carte qui, selon la méta, peut revenir assez facilement parce que ça permet de gérer des boards. Ça permet de temporiser sans avoir forcément à chercher Chasm, par exemple. Parce que des fois, vous cherchez Chasm juste pour gérer une bête. Donc, c'est à garder en considération, je pense. Donc, les deux derniers lands, donc déjà, on va parler d'Eye of Ugin. Eye of Ugin, qui est littéralement la raison pour laquelle ce pack existe, qui pour le coup est plus importante qui va être plus importante que Tabernacle, pour le coup, parce que ça aide à notre point de jeu principal. Eye of Ugin donc va juste chercher nos kills, hein. Enfin ça va juste chercher nos Eldrazi, et puis ça fait rien d'autre. Il y a rien à dire sur Eye of Ugin, c'est quelque chose que vous allez chercher quand vous savez que vous allez pouvoir gagner en fait. Très bonne target à Needle pour les gens qui jouent Needle contre Post et qui savent pas quoi nommer, quand il n'y a pas forcément ça. En fait, parfois, c'est même mieux de nommer Eye of Ugin que ça, qui va pas chercher... Bah, qui une fois que ça va pas chercher Eye of Ugin, ça va pour rien chercher ça. Donc un truc à prendre en considération, si vous jouez des Needle. Ok, dernier terrain. On va parler de Caracas. Caracas, donc, c'est un peu une idée conjointe à Eye of Ugin, c'est-à-dire que c'est un outil de late game, je vais y revenir, mais pour les Eldrazi, ça permet de les bouncer et de les rejouer. Ça, c'est la première chose. Ça permet aussi de se défendre contre les 20-20 adverses. Donc Crop est une gestion à Mary Cage, quoi. Ça permet de tempo contre Grisel, et aujourd'hui, ça permet de tempo contre Ragavan. Donc c'est un excellent terrain qu'on jouait qu'en x1, parce que c'est assez évident que le fait que ça fasse un mana est pas négligeable, mais c'est quand même plus là juste pour son effet qui se coupe. Et Uro, effectivement. Même si Uro, ça arrive moins... Enfin, je sais que tu dis ça parce que tu joues Death and Taxis, mais nous, ça nous arrive moins. Enfin, Uro, je pense qu'on en a autant à faire que pour le coup que Death and Taxis. On s'en fout d'Uro, quoi. Ça nous fait pas très peur. Mais c'est vrai qu'éventuellement, ça peut tempo contre Uro. Après, il y a aussi une bonne manière de tempo contre Uro, c'est d'aller chercher un bug. Ça marche aussi. Ou alors de l'ignorer, ça marche aussi. Ok, donc voilà, ça c'était pour les terrains. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces terrains? Là, on joue des cartes. Ils vont les chercher. Et ça m'amène à la carte qui fait exister le pack.
Je le retrouve. Lui. En fait, avant M20, on jouait colorless, hein. Et moi, je ne jouais pas colorless. Donc avant M20, j'imagine que les gens jouaient colorless quand ils voulaient jouer des cloud boss. Reclaimer fait énormément de choses. La chose la plus intéressante, c'est évidemment qu'il va permettre en fait d'aller chercher vos terrains. Ok, c'est un instrument de tuto. L'autre chose qu'il fait, c'est qu'il vous protège entre guillemets contre Wasteland. C'est une protection supplémentaire face à Wasteland. J'ai supplémentaire parce que du coup notre première arme face à Wasteland, c'est ça qu'on joue en x4. En fait, ça permet une fois sur table d'être sûr que vous allez pouvoir trouver ce que vous voulez, de protéger, de temporiser contre des Wastelands. Ça peut aussi être une cloque. Ça arrive, c'est rare, mais ça peut aussi être une cloque. Parce que son premier effet est loin d'être négligeable pour le coup, fait que ce soit une 3-4 rapidement. Ça fait de la magie, c'est une carte qui peut pas faire un tour en fait. C'est dans la plupart des match-up fair que vous allez rencontrer, c'est le paratonnerre, c'est la Vicherie Clément. Il va se prendre Ending, il va se prendre Bolt, il va se prendre SCP, il va se prendre Push, il va se prendre DK, il va se prendre tout ce qui traîne, toutes les maladies qui traînent. Et c'est assez normal. Mais du coup, est-ce qu'on en joue que 4 ? Bah non, on en joue pas vraiment que 4 en fait. Parce que... il y a une carte qu'on joue en complément. Je vais pas la trouver. Je l'ai pas trouvée. Elle est là. Ok, Once Upon a Time. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que tout poste tient à quelques hasards qui font que... Enfin, qui sont sortis dans des extensions assez récentes, enfin M20 et Eldraine, qui font que ça gloue un peu together. Once Upon a Time, donc déjà, ça permet en fait de faire en sorte que si vous avez... Bon, vous avez soit votre Reclaimer en main de départ, soit vous avez Once Upon a Time en main de départ qui va chercher Reclaimer. Et quand vous avez les deux, souvent, Once Upon a Time va chercher la forêt. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que Once Upon a Time, ça permet de donner beaucoup de stabilité au pack qu'il n'aurait pas sinon, en fait. On pourrait pas se permettre de jouer aussi peu de sources de verre sinon, je pense. Parce que ça arrive souvent d'avoir des mains, en fait, qui ont pas de quoi casser nos cartes vertes. Donc Once Upon a Time est vraiment excellent là-dedans. Et le bonus de Once Upon a Time, en plus de stabiliser notre early game, qui est le moment où on est le plus vulnérable, c'est qu'en late, ça va chercher les Agdrazi, ça va chercher les titans. Et c'est incroyable. Enfin, je veux dire, ça fait vraiment tout ce qu'on veut, Once Upon. Également, ça va chercher un land drop si on est plus en mid-game et on a juste besoin de chercher un land. Paf, Once Upon, t'es sûr que tu trouves un land. Et du coup, c'est vraiment excellent. Once Upon a Time aussi, je sais plus si le deck existait avant Once Upon a Time, mais il devait pas être en très bonne forme. Ok, dernier moyen de chercher notre bon vieux Reclaimer. Pareil, si je le trouve un peu à galère. J'avais préparé et puis il y a des cartes qui ont disparu, j'ai l'impression. C'est Zénith. Bah Zénith, voilà. Du coup, ça fait comme si vous aviez 12 copies de Reclaimer. Le problème de Zénith, c'est que c'est souvent le tour 2. Mais du coup, ce qui arrive parfois, c'est que vous avez Reclaimer et Zénith en main, vous faites un Reclaimer, il s'est géré, et vous faites tour 2 Reclaimer. Mais peut-être qu'il se fait pas gérer celui-là. Et une fois que vous avez un Reclaimer en jeu contre pas mal de decks fer, vous allez gagner la partie. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de le résoudre. Zenith, évidemment, fait autre chose que de chercher des Reclaimers. Il va chercher ça, notamment. Les deux principales targets de Zenith, c'est Reclaimer et Titan. Ce qui est bien avec Titan, c'est que c'est ce qui nous fait gagner la game contre plein de jeux. C'est-à-dire une fois que Titan se résout, en général, vous allez gagner 2-3 tours plus tard. Sans que l'adversaire puisse rien faire, en général. Le problème avec Titan, c'est que y a plein de stats de la game où ça sert à rien, et en fait, Zenith, bah, ça permet d'avoir un Titan. Enfin, ça représente toujours Titan, Zenith, mais ça permet aussi de chercher des trucs plus early quand vous en avez besoin.
Je vais revenir un peu sur Titan, mais je vais quand même parler de la toolbox de Zenith. Qui sont ces 3 cartes. T'as déjà Weave sur Watt? Non, jamais. C'est impossible de trouver ni un land ni une créature. C'est impossible. Jamais en... Et je sais pas, j'ai dû faire plusieurs centaines de games avec Post. Ça m'est jamais arrivé. Bah, en fait, il y a qu'à voir, on joue 20 cartes que Once Upon a Time ne peut pas chercher. Sur 40. Donc en gros, ouais, la proba, ce serait du coup... c'est moins d'un tiers puissance 10. Donc c'est peu. Voilà. C'est vraiment très peu. Je pense, ouais, je sais pas combien font 3 puissance 10. Je peux pas le faire de tête. Très peu probable, quoi. Bref. Donc Greensun. Greensun et ses potes. Ses potes d'aventure. Alors je vous ai donné les 2 premières targets de Greensun, mais les autres, c'est les 3 qu'on voit. On va commencer par le plus simple, donc Reclamation Sage qui est là quand vous devez gérer un permanent artefact ou enchantement problématique, donc il n'y a pas grand chose à dire. Le fait de jouer Zenith et ça en complément, ça a vraiment un coût assez minime. Endurance, c'est rigolo parce que c'est une carte qu'en plus on joue en side, où on complète au carré. Et du coup, on pourrait se dire, on va pas aller chercher avec Zenith, on veut juste avoir moins endurance. Et c'est un peu vrai. Le truc, c'est que des fois, contre Delver, vous n'allez pas arriver assez vite à ce moment où vous allez pouvoir Zenith sur un Titan. Et du coup, vous allez juste Zenith sur une endurance qui va acheter quand même pas mal de tours, parce que ça va vous acheter le fait qu'il n'y ait pas Murktide qui sorte. Et ça va vous acheter un bloqueur contre Delver et Ragavan. Et ça va nuifier des RC aussi. Enfin, ça va reset d'IRC. Donc Endurance qui est plutôt une bonne target à chercher, mais quasiment exclusivement que contre Delver. Il y a très peu d'autres match-up où on va chercher peut-être s'il y a une Loam contre Land. Des trucs comme ça, mais globalement c'est vraiment pour Delver qu'on la met en toolbox à une. Et la dernière carte c'est... je vais peut-être les laisser. Donc la dernière carte c'est Excavatrice. Excavatrice pour le coup elle est vraiment importante. En fait c'est une carte Excavatrice, on pourrait presque se dire mais pourquoi elle joue pas en plus d'exemplaires? Pourquoi on n'a pas envie d'avoir Excavatrice en main? La vérité c'est qu'on n'a pas tant de besoin parce qu'on a beaucoup de moyens de gérer Wasteland. Mais il y a quand même des cas où aller chercher Excavatrice va nous permettre, par exemple, si on a un peu mal goupillé notre truc, qu'on s'est fait Wasteland Eye of Ugin, on va être assez content de pouvoir chercher Excavatrice pour récupérer notre Eye et pour aller chercher notre Wincon. C'est la première chose. Et ça permet aussi... Enfin, c'est une bonne carte à avoir quand on joue contre Kant, d'aller vite chercher une Excavatrice et de pouvoir jouer nos terrains depuis le cimetière. Sachant que des fois, ça suffit pas, parce que vous prendrez Exploration Hello, mais vous ferez double Wasteland par tour, donc ça va triser assez vite. Voilà. Et pourquoi on n'en joue pas plus? Parce que c'est pas si fort, en fait. Souvent, vos lands, ils vont venir de votre main, et vous en aurez pas tant dans le cimetière. Avec ça, vous sacrifiez vos forêts, en général, vous sacrifiez des terrains que vous pouvez plus voir après l'early game. Donc le principal intérêt d'Excavatrice, c'est d'être une target à Greensun. C'est juste, on en a pas souvent besoin, mais quand on en a besoin, on est vraiment content de pouvoir chercher sur Greensun, à mon avis. Je vais juste revenir rapidement sur Titan. Donc comme j'ai dit, qui est notre Wincon contre pas mal de match-up, donc contre Delver, contre DNT, contre Control. Plein d'autres Tier 1, Tier 2. Enfin, contre tout ce qui est un peu... qui joue à Magic, en fait. Contre tous les decks qui jouent à Magic. On va dire. Et Prime Vol permet souvent de chercher Cloud Post et Eye. Hein. Pas besoin de grand chose de plus que ça. Donc souvent, vous aurez 6-7 mana quand vous casserez. Donc le Cloud Post vous permet d'aller à 10-11. Et vous avez l'Eye of Ugin pour aller chercher des bons Yggdrasil qui vont vous permettre de gagner la game. Aussi simplement que ça. Parfois, du coup, ça va chercher 2 Glimmer parce que vous êtes en pot et que ça rampe aussi. Vous pouvez chercher
vous êtes en train de stabiliser, donc vous voulez chercher Chasm et Stage, ça peut arriver. Tabernacle, si vous voulez raser le board adverse. En fait, ça fait énormément de choses. C'est pas souvent facile de réfléchir aux deux terrains que va chercher Primeval. La plupart du temps, ça va chercher Cloud Post High, mais il y aura pas mal d'autres occasions où il faudra un peu réfléchir avec qu'est-ce que ça va chercher. À savoir, et ce qui est drôle, qui marche aussi avec Rick Gamer aussi, c'est que parfois on peut chercher ça, ça arrive en jeu engagé, mais ça permet à vos autres terrains dégagés de faire du vert. Et ça, c'est à retenir aussi. Ça sert dans quelques cas, certes un peu. Enfin, c'est des cas qui se présentent pas souvent, mais faut les connaître, parce que ça aide à gagner des games qui sinon sont ingagnés. Ok, donc ça c'est pour Titan. Alors, je fais juste un petit check de ce que j'ai parlé. Il me reste crop, map. On va parler rapidement des 3D grandis. Pas grand chose à dire sur Ulamog. Ulamog, ça permet d'avoir une vraie gestion qui n'est pas Reclaimer. Une vraie gestion à tout qui peut être problématique, qui pourrait nous empêcher de gagner la game. C'est aussi un instrument de tempo parce que, ben, le tempo. La carte coup de 10, c'est un instrument de tempo. Mais globalement, le temps que vous ayez cherché Emrakul, ça permet de débrayer un peu le passage, d'être présent, ça nécessite un STP ou une force, et du coup, bah, c'est bon, quoi. Une fois qu'il y a bébé Ulamog, tout va bien, quoi. Quand vous commencez à casser de façon dégradative, c'est que tout va bien. Le deuxième dont je vais parler, c'est Emrakul. Emrakul, c'est ce qui fait que notre deck, il a la wincon la plus indisputable de tout le format, à mon avis. Parce qu'en fait, vous jouez, mais vous ne mettez pas sur un show and tell de merde. Et puis surtout, donc il y a un petit plot twist. Je vais pas le trouver, le plot twist, ça m'énerve. Je mange pas du tout mes cartes. Enfin bref, voilà. Je l'ai trouvé. Avec Caracas, vous avez tout rempli. Et c'est rigolo parce qu'encore aujourd'hui, sur MTGO, des fois, je rencontre des gens et ils le réalisent qu'au dernier moment, en fait, que vous avez Caracas, Boons, votre Emrakul rejoué. En fait, ils vont pas d'étape, quoi. Et j'en vois plein qui big leur board en se disant ouais, si Emrakul, c'est bon, je tempo. Non, tu tempo rien du tout, mec. Moi, je vais juste faire ça, ça. Tu peux mettre autant de côtes que tu veux, je vais juste attaquer, prendre le trigger, bouncer, rejouer. Et on va se regarder comme ça, et moi je vais juste m'amuser pendant que tout ton board il s'effondre, et que t'as une 15-15 qui est en train de te mettre ses meilleurs dégâts dans les dents. Voilà, ce qui est bien avec Emrakul, c'est qu'ils peuvent être contrés, donc au moins, il n'y a pas de question. Avec ça, vous gagnez la game. Ah, ces deux cartes, elles sont potes. Sachant qu'avec Caracas, vous pouvez aussi bounce. Emrakul se fait gérer par une chose, donc les bloqueurs, comme côte. Qui ont le contact mortel du coup, et Dress Down STP. Donc ça c'est des petits trucs à se souvenir. Toujours bien d'avoir le Caracas Up en fait. Si vous pouvez avoir Caracas Up une fois que vous jouez Emrakul, ça peut paraître overkill mais au moins vous êtes sûr. Et souvent quand vous arrivez à ce point c'est que vous pouvez vous permettre d'être overkill. Ok, dernière Eldrazi. Cozy Cozy Lake. Alors Cozy Cozy Lake, le problème que j'ai avec Cozy Cozy Lake, c'est que on se dit, bon bah des fois, pourquoi je vais chercher Cozy Cozy Lake en fait? Non mais c'est une question vraiment qu'on se pose, hein. Parce qu'en fait, par rapport à son comparse à 10 mana Ulamog, souvent on a l'impression, bah Ulamog en fait me suffit. Ulamog fait le pont entre Tab et Emrakul, quoi. Et Kozilek stabilise un peu moins bien dans la mesure où son effet c'est juste de faire du CR. Kozilek il est excellent dans match-up contrôle, parce que Ulamog fait pas grand chose en fait dans le match-up contrôle, là où Kozilek permet de relancer et d'aller chercher potentiellement un autre titan. Aussi, Kozilek, il est parfois meilleur qu'Ulamog dans la mesure où vous n'aurez pas forcément suffisamment de mana pour jouer Emrakul. Donc pareil, il va chercher les 4 cartes qui vont vous permettre d'avoir au moins un Cloud Post ou quelque chose pour pouvoir casser Emrakul. Je pense qu'il est important d'avoir 3 occurrences d'Eldrazi dans les mains
pour améliorer la proba d'en avoir aussi au moment où on en veut. Le fait qu'il y ait des cas où on veuille le chercher plutôt que Amog et plutôt qu'Emrakul justifie sa présence pour moi dans le pack. Il y a une question, est-ce qu'on joue Kozilek ou est-ce qu'on joue le Emrakul à 13? Le truc c'est que Emrakul à 13, il y aura des cas où ça va être un peu plus chiant de le jouer. Et rien que pour ça, le fait d'avoir Kozilek, comment on est certain qu'il coûte 10, qu'il n'y ait pas de souci là-dessus, et qu'il aille chercher potentiellement le Zénith ou le Titan qu'il vous faut, ou les terrains, etc. Pour moi, ça fait la différence. Son potentiel est moins évident, je veux bien admettre, que les deux autres. Emrakul est nécessaire et Ulamog est nécessaire. Kozilek a moins ce côté-là, mais si vous jouez beaucoup, vous verrez qu'il y a des situations où vous allez chercher Kozilek en fait. Et où c'est lui qui vous permettra de stabiliser plus que Amog. Voilà, voilà. Et donc on n'a plus que 2 cartes à traiter, qui ont rien à voir, c'est parfait, le plan est tout pourri. Expedition Map, c'est un mauvais reclaimer. Enfin non, c'est un peu différent que ça. En fait, c'est un tour 1 qui est pour le coup excellent contre contrôle, parce que ça va chercher le terrain que vous voulez, et ça ajoute surtout, vous n'avez pas sacrifié un autre terrain, ça fait pas du... Enfin, vous remplacez pas, quoi. Contrairement à Crop, tiens. Voilà, le lien que j'ai trouvé entre les deux cartes. Le problème, c'est que c'est un tuto qui est un peu lent. En fait, moi, je trouve que c'est une carte qui paraît un peu lente parfois. Le fait que ça coûte 1 et 2 à activer contre certains match-up, bah c'est... Ouais, t'as rien fait, quoi. T'as rien fait. Donc en fait, tu vas le cast, ça se fait gérer par ending, ça se prend où? Enfin, des trucs que vous devriez pas vous prendre. Donc c'est un poil énervant, je trouve. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'avais songé à remplacer par Harvest. Donc Harvest, en fait, qui à la différence de map, ne choisit pas le terrain. Donc c'est gênant, mais la vérité, c'est que si vous avez un reclaimer rentable, vous vous en fichez de choisir le terrain. En fait, vous voulez juste un terrain à poser pour continuer à faire votre boui-boui. Et du coup, le fait qu'Harvest, ça coûte qu'un et ça coûte pas à activer, c'est une différence assez notable. Le fait aussi que Harvest, si vous avez suffisamment de terrain, va chercher un non-land est plutôt cool. C'est plus un bonus qu'autre chose, parce qu'en général, on veut plutôt chercher du terrain. Le vrai problème, c'est que dans pas mal de situations, Map, c'est un... En fait, Map, c'est un bien meilleur top deck de mid-game que Harvest, par exemple. Ce qui est contrebalancé par le fait que Post, au moment où c'est le plus vulnérable, c'est son early. Donc j'avais un peu testé Harvest. Et j'étais convaincu sur ce que je vous ai dit. Mais je pense quand même que Map est meilleur, parce que Map est meilleur dans beaucoup plus de situations que Harvest. C'est un peu la conclusion que j'ai eue en testant Harvest. Et Crop, il n'y a pas grand chose à dire, donc c'est un tutor effect instant incroyable pour aller chercher du 20-20 quand vous voulez chercher du 20-20. Très fort contre tous les decks qui n'ont pas force, donc contre tous les decks non bleus, c'est exceptionnel Crop. Un très très bon contre à Wasteland, enfin même si ça compte pas vraiment Wasteland, c'est une carte que vous avez envie de jouer quand vous faites Wasteland votre nom. Donc n'oubliez pas, quand vous wastez à un poste, il y a toujours Crop quelque part. Jouer autour de Crop, quoi, ce serait dommage. Ça va chercher à peu près tout ce que vous voulez. Enfin, les landes, on en a déjà parlé en première partie de vidéo, de stream, donc pas grand chose à rajouter. Crop, une excellente carte qu'on va peut-être virer dans les matchs non bleus, mais qu'on est content d'avoir sinon. Ok. On va parler du sideboard maintenant. Je crois que j'ai fait le tour. Check. Ah oui, je pourrais peut-être un peu reparler quand même de notre pote Needle. En fait, ce qui est rigolo avec Needle, c'est qu'au-delà de dire Wasteland 70% du temps, on va dire, c'est qu'elle permet... Elle a pas mal de random targets qu'on réalise pas au premier abord. Mais qui peuvent être utiles. Par exemple, contre Elf, Grist peut plus tuer vos créatures, sachant que c'est extrêmement facile pour Elf d'aller chercher Grist dans ce match-up. Ça peut aussi prendre Symbiote.
Ça peut prendre Viol contre DNT. Même si contre DNT, vous avez vraiment envie de dire Wasteland ou Port. Ça peut arriver que vous dites Viol parce que le deck Defend Taxis en face, il y a Grid, il s'est dit ah je vais chercher, je vais juste garder ma petite Viol et un land et on va s'en sortir. Ouais non, bah non. Il n'y a pas cette possibilité là. Non, voilà, Needle qui est une carte qui est en fait suffisamment flexible pour être mis en main deck. Puis de toute façon, il y a tellement de decks maintenant qui jouent Wasteland en main, même les decks contrôle. Je comprends pas comment c'est possible que même les decks contrôle puissent jouer Wasteland. Bah. 4 Needle en main, quoi. Ok, sideboard. Ça, j'ai pas grand chose à en dire. C'est pour contre Delver et contre contrôle. Ça accélère. Voilà. C'est terminé. Endurance, il y a peut-être plus de choses à en dire. Endurance est excellente contre Delver. À Hardcast, parfois on va gagner des games juste avec des endurances et même pas faire notre plan A. Ça temporise vachement bien sur Titan, etc. Ça a le mérite aussi d'être jouable contre des match-up débiles comme Upsock Space, Reanimator ou Dredge. Ça veut beaucoup de choses. C'est une très bonne carte, on joue vert, donc il n'y a pas de raison de s'en priver en fait. Mindbreak. Mindbreak. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Mindbreak? C'est bien Mindbreak. En fait, c'est la même raison. Enfin, quand je parlais des decks combo débiles et que je parle de la faiblesse du deck qui est les decks combo, justement, on va en revenir quand on va un peu discuter des match-ups. Mindbreak Trap, c'est notre carte à 0 qui permet d'exister pendant les premiers tours, en fait. Et d'empêcher notre adversaire de partir trop vite, que tant qu'on, en général, on va set up ça, quoi. On va set up un bon Marit Rage, quoi. Le problème de Mindbreak, c'est que ce soit contre Storm ou contre Doomsday, il y a pas mal de decks qui peuvent se permettre de jouer autour de Mindbreak, donc ça rend la carte un peu moins forte. Je pense que c'est une très bonne carte en paper, plus qu'en sur MTGO. Parce que sur MTGO, tout le monde sait qu'il y a 4 Mindbreak en side de post. En paper, tout le monde n'a pas joué contre post et tout le monde n'a pas le réflexe de jouer autour de Mindbreak. Donc ça, c'est extrêmement important si vous jouez contre post, de vous souvenir de l'existence de Mindbreak, quoi. Très bonne carte de paper, moins bonne de MTGO, mais nécessaire quand même. Dans les deux cas, elle est très forte. Ok, dernière carte que j'ai pas là. Du coup, je vais afficher ici. Donc c'est Force of Vigor. Force of Vigor, c'est extrêmement fort contre Headcast, contre Kand. Et vous aurez remarqué qu'on joue que des cartes qui jouent à 0 ou 1. Genre, et Carpet, c'est un instrument d'accélération. Donc en fait, c'est vraiment pour combler la faiblesse de post qui est son early game. Et Force of Vigor permet de gagner beaucoup de temps contre, voilà, donc post et Grand, j'ai dit, mais aussi, enfin voilà, faut pas oublier que ça, en ce moment, c'est casse sur Zaz Saga. Et du coup, vous aurez facilement en fait les deux targets pour faire que le terrain vous fasse gagner énormément de temps. Pas grand chose à redire pareil dessus, c'est juste une excellente carte. En ce qui concerne peut-être éventuellement une alternative, que en ce moment je suis vraiment convaincu que c'est pas une bonne idée, c'est de jouer Crozen Grip à la place. Le problème de Crozen Grip, c'est ça coûte 3, donc ça a pas le même effet contre Icecast de coûter 3. Même contre Corns, ça rend la carte beaucoup plus lente. En fait, l'intérêt de Crozen Grip par rapport à Force of Vigor, c'est si on avait moins de decks ultra fast à artefacts et qu'on rentrait plus pour gérer par exemple des back to basics adverses où là on peut pas être contré, ou des Blood Moon. C'est l'intérêt de Crozen Grip par rapport à Force of Vigor. Mais actuellement, back to basics et Blood Moon, on n'en voit pas tant que ça. Alors que des Headcasts et des Lands, on en voit beaucoup. Dernière alternative de side, je vais en parler un peu quand même, parce que c'est Collector Oomph. J'espère que j'ai bien prononcé. Collector Oomph qui en gros semble être une bonne idée parce que on a Zénith quoi. Collector Oomph. On a Zénith, donc en fait on peut aller chercher assez facilement.
Le truc, c'est que souvent, les decks qui se font house par un ouf vont rentrer de quoi... Enfin, ont de quoi gérer les bêtes. Et du coup, en fait, c'est juste un paratonnerre qu'on aura galéré à trouver et qui fera pas beaucoup plus paratonnerre que si on avait cherché Reclaimer. Aussi, ça turn down nos expedition maps. Parce que c'est une carte qui est, en fait, qui est malheureusement bien designée et du coup qui est symétrique. Donc, ouais, collector ouf. J'ai testé, mais pareil, c'est pas une bonne idée. Jouer juste 4 Force of Igor, ça ira mieux. Ne réfléchissez pas. J'ai juste gardé un peu en side. Bon, ça, faut imaginer que c'est des Force of Igor. Il faut que je les achète, hein, je suis navré. Donc, c'est à peu près tout pour le descriptif des cartes. Si on doit dire voilà comment marche le pack, en fait, c'est assez simple, quoi. On suit ce qui a été dit sur comment marcher les cartes. Hein. Il y a pas grand chose d'autre à savoir. Le but, c'est d'avoir un Reclaimer vide sur table. Let's go 100 balles le playset de fois. Ouais, non, mais je sais. Bah, tant pis. Hein. Il va bien falloir. Hein. Le but, c'est d'avoir un Reclaimer sur table et de répondre aux situations que vous montre votre adversaire. Des fois, vous allez vouloir bug pour temporiser. Vous allez vouloir juste ramper comme un gros porc sur vos meilleurs postes pour aller jouer Greensun ou Titan. Enfin, Greensun sur Titan ou Titan, quoi. Parfois, vous allez vouloir chercher la combo Devs, mais pas si souvent que ça. Et globalement, toutes vos cartes vous aident à faire ça. Enfin, le plan de jeu, c'est le même, c'est de jouer avec vos terrains, de casser un Titan et de gagner comme ça. Et contre des decks combo, bah... La 1, vous allez serrer les fesses, et la 2, vous allez essayer de gagner avec vos cartes de side. Les match-up un peu tricky de ce deck, c'est tous les match-up Lands-esque. Donc Lands et Maverick. Où là, c'est extrêmement important d'avoir une Needle en early, parce que sinon, vous allez juste vous faire dépioter la gueule, quoi. Bien pensé. Enfin, souvent, Bug est très fort dans ces match-up. Et pas facile à jouer. Et parfois, il y a aussi des games où il va falloir envisager d'aller juste chercher des vieilles forêts dégueulasses. Et même des Vesuvas qui vont copier des vieilles forêts dégueulasses. Et de temporiser comme ça et d'essayer de gagner avec des Reclaimers ou des Titans. En sachant que ça va être dur d'hardcast ses potes à la compote. Mais on fait ce qu'on peut. Hein? On fait ce qu'on peut. Voilà. On va du coup partir un peu plus en détail sur les match-up. Alors attendez. Donc j'ai pas de side table de fait, je m'en excuse. Nickel, il est 21h30. Oh, on va avoir fini dans une demi-heure. Ça fait déjà 1 heure que je parle là? Non. Ok. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Les match-up. On commence par le gros au début, donc UR. Alors UR, faut avoir une needle. Globalement. Faut essayer de stick un reclaimer sur la table. En fait, si vous arrivez à avoir needle assez rapidement et stick un reclaimer, vous allez peut-être pouvoir vous en sortir. Le match-up UR se résume pas mal. Est-ce qu'il va résoudre une Murktide rapidement ou pas? Le problème d'une Murktide, c'est que ça vous oblige quasiment tout le temps à aller chercher Chasm. Et que Chasm contre UR Diver, le problème c'est que lui il a accès à Bolt. Donc une fois que le Chasm disparaît et que vous voulez dire ah ouais tiens là, je fais mon plan machin, bah en fait vous allez juste vous faire Bolt la gueule et perdre la game. Donc Chasm est beaucoup plus difficile contre UR Delver, en plus il y a des Wasteland et pour peu que vous ayez pas Needle, les games sans Needle sont durs, on va souvent vous gérer votre Reclaimer T1, vous allez vous faire Daze pas mal de trucs, il va falloir jouer autour de Daze pour jouer Titan etc. Donc c'est plutôt compliqué. Un match-up qui à la 1 est compliqué, qui à la 2 s'améliore un peu parce qu'on joue des endurances et des carpettes. Mais qui s'améliore même pas tant que ça en fait. Parce que bah ça reste Delver, en fait ça reste avec des forces, des days. Faut quand même savoir qu'avec les endurances on lui fait quand même assez peur. Et 4 endurances c'est pas mal.
Donc c'est un match-up où on a nos chances, mais qui est extrêmement tricky, où clairement là-bas est dans notre camp. C'est-à-dire que les erreurs, elles sont plus de notre côté que du sien. Lui, il peut pas trop faire d'erreurs. Enfin voilà, c'est un deck qui met la pression, qui a 4 ways. Il y a pas grand-chose à dire de plus dessus. Et qui est bleu. Forcément, ça n'aide pas. Un 40-60, je pense, Delver. Mais ouais, globalement, emmener les 3 endurances et Kick Carpet, enlever Kozilek, Rexage, au moins 2 crop, peut-être 2 maps parce que c'est lent, et genre peut-être un Green Sun ou un Titan, peut-être plus un Titan, parce qu'en fait vous aurez le temps de piocher que Titan. Vous avez pas, ça va être dur de rusher que Titan en fait. Donc voilà, mais globalement il faut rentrer cette carte-là. Death and Taxis, très bon match-up, Death and Taxis. Pourquoi? Parce que certes, il joue des Wastelands et des ports, mais sa pression est souvent un peu plus choupinette que Delver. Par ailleurs, il joue pas de force, donc Crop est excellente. En fait, Crop est sûr d'être excellente. Et donc globalement, si vous avez une Needle contre DNT, déjà vous partez bien et le fait qu'il n'y ait pas de bleu, en fait, vous êtes sûr de résoudre votre Prime Vol. Et Prime Vol gagne la game contre DNT, donc pas grand chose à dire contre DNT à la 1, c'est en votre faveur. La 2, à la rigueur, vous pouvez amener genre une ou deux Force of Vigor si vous avez vu Saga. Sinon, une ou deux Endurance. Vous pouvez virer Kozilek parce qu'il a Spirit of the Lab. Et Bog. Parce que ça sert à rien d'exiler son cimetière. Vous virez genre Bog et Kozilek. Vous rentrez soit 2 Force of Vigor, soit 2 Endurance. Selon si vous avez vu Saga ou pas. Voilà. Très bon match-up, hein, même boss side. Il n'y a rien boss side. À part s'il joue 60 cartes et Cataclysme. Mais dans ce cas-là... ça va être plus difficile. Suivant, Doomsday. Doomsday. Doomsday, vous gagnez la 1 sur une totale des chats de votre adversaire. Je pense que c'est 90-10 la game 1 de Doomsday. Contre Doomsday. Pour lui, hein, évidemment. Parce qu'on a juste rien, on a Endurance en fait. Et on est lent. Hein, on est lent. Nous, on fait au max. Et vraiment, quand on donne tout, on fait une 20-20 T3. Et lui, il a gagné à ce moment-là. Il va pas attendre qu'on attaque avec notre 20. En post-set, ce qui est bien, c'est qu'on a Mind Break pour l'empêcher de partir trop vite, et Endurance aussi, bah, pour à peu près la même raison. La vérité, c'est que ça suffit pas. Je veux dire, c'est la même tête que match-up allez, un 35-65. Encore, je suis super gentil, quoi. C'est... Doomsday, c'est presque instant concise, c'est un 80-20 en sa faveur, je pense. Malheureusement, on peut pas jouer Torpor. Ils ont pas édité assez de cartes pour lutter contre ce deck, c'est ce qui m'énerve beaucoup avec Doomsday. Contrairement à Réanimateur. On en parlera plus tard. Enfin bon, c'est pas grave. Eggs. Eggs est un très bon match-up. Pourquoi? Parce qu'il a il a aucune gestion à pote. Donc en fait, ce que vous allez faire contre Eggs, c'est juste... vous allez jouer un Reclaimer, vous allez rapidement mettre un Chasm, et vous allez lui dire, bon bah mon gars, on est parti pour 5-6 tours de lente et longue agonie, où ça va solder sur un Titan qui va chercher ses potes. Hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur la 1 contre F. À la 2, on va rentrer, je crois, 2-3 mind break pour des cartes évidentes à virer. Donc je sais plus quelles sont ces cartes évidentes, mais je crois que c'est Sage, Ulamog et Endurance, je crois. Pour éviter un peu ces sorties Basted à base de Glimpse. Et la 2 et la 3 sont un peu plus tricky parce qu'en général,
j'ai vu des Wasteland ou des Assassin's Trophy en side. Et du coup, le plan Chasm est pas aussi facile à gérer qu'avant. Donc en fait, Needle est bien à dire sur... Soit vous dites sur Wasteland, soit vous dites sur... Lui aussi joue Reclaimer, donc... Mais le problème, c'est que nous, nos Reclaimers sont plus importants. Donc à la 2 et à 3, Needle va plus pouvoir dire genre Grist, qui est la seule out à Reclaimer. Mais va peut-être plutôt dire Wasteland pour protéger notre Chasm. Voilà. Un peu plus dur, mais du coup toujours en notre faveur. Je pense que c'est un match-up assez en notre faveur. Lands. Ouais bon, Lands, comment dire, se faire waster toute sa vie, c'est difficile quoi. Euh... Attendez, je regarde le sign. Hein. Ouais, on va mettre fauve et des endurants globalement. Et on va prier. Non, le but c'est vraiment qu'il n'y ait pas accès à l'home. C'est important. Et c'est d'avoir une leader en main de départ. Vraiment. En fait, la vérité c'est que si vous n'avez pas de leader en main de départ contre Kans, votre plan de jeu, ça va être de go aggro avec Reclaimer. Et à la rigueur, si vous piochez une needle pendant ce point aggro, vous allez dire blazone sur needle pour pas qu'on vous casse votre needle et votre Reclaimer. Vous allez accompagner avec des endurants. Voilà. Land, c'est trop dur. C'est vraiment difficile. S'il a des mains parfaites, vous allez avoir du mal. Après, ça reste un match-up qui est largement gagnable, qui est très skillé, qui est, je pense, un peu plus close que notre match-up contre Delver. Donc c'est un match-up assez faisable. Hein, j'exagère un peu, mais c'est juste qu'il y a des sorties qui sont imbattables de Land. Avec notre deck et on se sent complètement perdu. Et il y a d'autres fois où vous allez juste tranquillement faire votre petit temps rapide et la game est terminado. Quoi. Land, c'est un jeu quand même où il y a de la variance. Hein. Blanc vert depth, c'est sympa parce que c'est toujours le même thème. Blanc vert depth, c'est un match passionnant, vraiment passionnant. Parce qu'il y a énormément de décisions à faire, notamment sur ces needles. Est-ce qu'on va dire Night of the Reliquary ou Wasteland sur cette needle? Voir stage si on n'a pas d'out à la 20, même si ça arrive plus rarement. En général, c'est un gros match-up de patience qui est très très tricky des deux côtés. Mais qui est vraiment, vraiment très intéressant. Je pense que c'est le match-up le plus intéressant de post. C'est probablement le match-up le plus intéressant que j'ai joué de ma vie en Legacy. Parce que t'as tellement de décisions à prendre, et c'est le cas pour le joueur adverse aussi, où ça joue vraiment à des détails. Et à Reclaimer, enfin c'est des Reclaimer qui se regardent droit dans les yeux. Lui, son but, c'est pas qu'on atteigne 6 mana. Nous, notre but, c'est d'atteindre 6 mana, c'est de jouer Titan. Et voilà, quoi. C'est vraiment un très très beau match-up. En post-side, on amène quoi? On va amener Endurance, peut-être même raison euh, que l'an. En fait, le truc d'endurance qui est bien, c'est que ça permet de reset les knights si elle vous attaque. Et je crois que j'amène que ça et je vire genre une ou deux cartes en main. En sachant aussi que j'en ai pas parlé, mais il y a une alternative à endurance que je pense qui pourrait être considérée assez sérieusement, qui est Surgical. Surgical est meilleur contre des match-ups tels que celui-là, là, donc blanc-vert depth, c'est contre Lands. Tout en restant assez fort contre les jeux cimetières comme Réanimateur. Le problème, c'est que c'est nul contre Delver. Mais au moins, ça vous permet de Surgical Wasteland. Donc, l'un dans l'autre. Enfin, Surgical est envisageable en side. J'ai mis Sneak and Show, mais... Sneak and Show n'existe plus. C'est pas un très bon match-up. Y a de quoi l'arnaquer. Vous avez quand même Caracas.
Vous avez quand même des gros tons à mettre. Et vous avez Reclamation Sage qui peut casser Omniscience. Voilà. Dans les fun facts contre Shunt. Réanimateur. Alors Réanimator, ce qui est rigolo, c'est que notre 1 est pas si dégueulasse que ça parce qu'on a 4 crop, on a 4 Reclaimer et on a bug. Donc bon, si vous savez pas que vous êtes contre Réanimator, vous avez juste Elvish Reclaimer, mais au moins ça me met la pression qu'il a un tour pour partir. Parce que sinon Reclaimer peut chercher bug. Vous avez même cette endurance one-off qui peut le détruire. Donc, non, pas un si mauvais. Enfin, la 1 est en sa faveur, mais on a quand même des armes. À la 2, on a quand même. On rajoute 3 endurance et 4 mindbreak. Et du coup, là, on a beaucoup d'armes à la 2 quand même pour lutter. En sachant que contre nous, un grisant brand résolu n'est pas si grave parce qu'on a Caracas. Le problème, c'est plus Archon of Cruelty qui est pour le coup très difficile à gérer. Mais bon. Que peut-on faire? À la limite, dans ce cas-là, vous jouez Run or Fall, le truc pour un vert qui fait l'adversaire sacrifie une créature avec le vol. Qui est peut-être envisageable d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Parce que c'est fort contre Delver. Le problème, c'est que c'est nul contre tout le reste. Ouais. Ouais, non, jouer endurance. Eightcast. Alors, Eightcast, quel est le problème que nous pose Eightcast? Ok, ça 1 est pas si gênant que ça, un petit peu, mais pas trop. Le problème d'Ightcast, c'est Urza Saga qui met une pression de dingue. Mais vraiment, c'est des 10-10 qui t'attaquent et toi t'es là. Bon, bah, ok. Après, du coup, c'est pour ça que contre Ightcast, Needle sur Saga est plutôt assez fort. Lui, il va chercher Needle sur Reclaimer parfois. Du coup, c'est un match-up où il faut savoir que voilà, c'est vraiment Saga qui nous défonce. Le reste, c'est assez gérable, on peut tempo. Ça, il le fait qu'il fasse 15 à 1-1, on s'en branle parce qu'à la fin, on va gagner avec Emrakul qui se bounce. Ça dépend vraiment de sa sortie, ça dépend de votre main. Est-ce que votre main se fait en paffré par Calice ou pas? Vraiment un peu des détails comme ça. Sachant qu'en post-side, je trouve que match-up est en notre faveur pour le coup. On va rentrer. Alors, si on a vu Echo, on va peut-être rentrer des Mind Break, mais dans tous les cas, on rentre des Force of Vigor qui sont excellentes. Mais en général, je pense que je mets aussi des Mind Break. Souvent, ce que je vais enlever, c'est genre 2 Prime Vol. En me disant que 1 ça suffit, vu qu'on a les 4 Grimson. Et des trucs à 1, donc notamment au moins 2 maps. Bug, sûrement. Quoique Bug, non, si Emery, c'est pas si mal. Endurance, Ramunap. Enfin, ça fait vite 7 cartes 7-8 cartes qu'on va enlever pour mettre ces 8 cartes là qui permettent de vraiment interagir avec lui. Et je trouve de redresser nettement le match-up. Je pense qu'Ightcast, c'est pas un si mauvais match-up que ça. Voire même, c'est en notre faveur, je pense. Contre le miroir. On va parler du miroir. Contre le miroir, votre pire carte, c'est... Et je vais montrer sur la caméra, tant que ça sert. Ça me permet de reprendre mon souffle. Votre pire carte, c'est ça. Contre le miroir, c'est Glimmer. Et votre meilleure carte, c'est Club. Votre meilleure carte de main de départ contre Cloud Post aussi. Ça. Si vous avez gagné un tour, à pas aller chercher. Voilà. Et globalement, c'est ça. Le but, c'est d'essayer d'avoir une main soit très riche en Cloud Post, soit avec petit pote à la compote. Hein. En fait, vous avez juste ça et tout le monde cherche comme des débiles leur Cloud Post et il y en a un peut-être qui va Titan, machin, et l'autre qui va avoir Eldrazi en main de départ et qui va gagner la partie là-dessus. Voilà. Non, globalement, de façon... Le seul truc à bien réfléchir contre Cloud Post qui est vraiment pas évident, c'est le nombre de mana qu'il peut faire et autour de quoi vous pouvez vous permettre de jouer ou non.
En général, c'est dur de se permettre de jouer autour d'un Yggdrasil en main de départ. Enfin, en main. Mais il faut être prêt à pouvoir le faire, quoi. Donc c'est un match-up un peu plus tricky qu'il n'y paraît, mais la vérité, c'est qu'une fois que t'as compris... euh, une fois que t'as compris le cœur du match-up, c'est plus random qu'autre chose, honnêtement. C'est plus celui qui a vite ses cloud posts et qui a Yggdrasil en main de départ. Donc, et l'autre peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'on a parlé de tous les match-ups? Non, je crois qu'il nous en reste... il reste au moins Control. Ah oui, on va parler de Storm. Bah, Storm est un mauvais match-up. Franchement, on se prend au Rimchant, on peut pas jouer Mindbreak, et Mindbreak est notre seule manière d'interagir avec le deck. Notre kill 20-20 est trop lent, un peu comme Doomsday en fait. Ah, c'est difficile, Storm. De toute façon, Storm et Doomsday sont deux match-ups que vous pouvez juste pas affronter. Point. Il nous faudrait un équivalent d'Ethersworn Canonis, je pense. Le jour où ils en printent en vert. Normalement, il y a un power creep en vert, donc peut-être espérer. Une carte genre... Ah non, ce qui serait bien, ce serait Sanctum. Sanctum en vert. Comme ça détruit à la fois Storm et à la fois Doomsday. Ah ouais. Bon bah voilà, Wizard, si tu m'entends, pour Noël, je veux une Sanctum verte. Ouais, l'équivalent, hein. Enfin tu award comme tu veux. Au lieu de dire des bêtises, un autre match-up. Ah oui, Painter rapidement. Painter, ce qui est rigolo. Ah mais oui, mais je fais ma liste au Père Noël. On a le droit de rêver, non? On a le droit de rêver. Euh, Painter. Alors Painter, ce qui est drôle, c'est qu'il peut vous faire sa combo et vous allez juste mettre vos triggers en pile et ça va être terminé. Faut juste faire attention à qu'il puisse pas chercher Lanterne, qui pour le coup empêche ça. Vos needles ont plein de targets qui ne sont pas Wasteland. Donc on est content. C'est globalement un match-up pas très difficile, surtout que vous avez 4 Force of Vigor qui arrivent en post-side. Il y a Saga, pareil. En fait, pareil qu'avec Cass, il y a Saga, mais le truc, c'est que Cass a moins des contres qui sont un peu chiants à tourner autour. Là où Painter a rien, quoi. Enfin, ouais, ok, il a Pyroblast. Pyroblast Painter, ouais, bon. Ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Il peut vous casser vos landes. Le truc, c'est que Rickheimer est assez protégé dans ce match-up. En fait, dans tous les match-ups où Rickheimer est assez protégé et qui font pas une combo qui vous tue en 2 tours, ça va. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Ouais. Ok. Donc, dernier match-up qui a fait Zenith. Alors, il fut une époque, un temps ouais, que tout le monde connaît, vu que c'était il y a à peu près 2-3 mois, où les gens jouaient Band Control. Et Band Control, c'était 90-10 pour nous. Parce qu'il n'y a pas de Wasteland et ils n'ont pas de plan de jeu, en fait. Enfin, leur plan de jeu, c'est juste de tenir, quoi, de faire chier le monde. Et nous, on est meilleur qu'eux, hein. On est vraiment meilleur que ça, quoi. Un deck qui met pas de pression et qui interagit pas avec Noland, bon, bah, il n'y a rien à dire, quoi. C'est terminado. Le problème, c'est que maintenant, Control a évolué en quelque chose d'assez difforme, hein. Un peu comme cette carte, là. Vous voyez comme elle est difforme, là. Dégueulasse, voilà, un truc un peu comme ça. Donc c'est un peu l'évolution de Control, ça, ouais, faut bien pouvoir s'imaginer. Euh, En gros, maintenant ça joue à Wasteland, et du coup c'est beaucoup moins drôle, parce qu'il faut Needle sur Wasteland, le problème c'est que Needle se prend une ending, et du coup la vie est plutôt dure. La vie est plutôt plus difficile qu'elle n'était avant. Cependant, il y a toujours beaucoup de cartes qui ne font rien dans cette paille. Il n'y a vraiment rien. Et du coup, c'est pas si difficile de ramper jusqu'à avoir un moment où vous ferez pas force votre titan ou quoi. Enfin, en fait, Control est même obligé de vous force map.
Enfin, y a rien à rajouter, quoi. En plus, Poseid, on va même mettre des endurances pour lui montrer. Ah bah tiens, t'as pas envie de gérer ces endurances, mais t'es quand même obligé parce qu'il y a que t'emmerdes. Enfin, ça reste un bon match-up, mais c'est clairement pas aussi bon que ça a été avant, quoi. Avant, c'était un bail. C'était un bail, hein. Vraiment, c'était trop bien. Il y avait de quoi vivre sa meilleure vie. Après, les autres nuances de contrôle. Miracle peut mettre une pression avec ses mentors, donc c'est un peu chiant. En plus, il peut y avoir Back to Basics. Faire attention à Back to Basics. Pour les 3 réfractaires gaulois qui le jouent. Mais globalement, ça reste. Control reste un plutôt bon match-up, mais je sais que Miracle était un peu plus difficile de mémoire. Voilà, donc si vous jouez. S'il y a un conseil de manière générale quand on joue contre poste, à part si vous jouez combo, et dans ce cas-là, foutez-vous de la gueule de votre adversaire parce qu'il peut rien faire. Ça énervera en plus. Moi, je me connais, ça m'énervera. Gérer Reclaimer. Voilà, faut gérer Reclaimer. Faut pas se dire, ouais, ça fait rien, je peux laisser sur table. Non, faut gérer Reclaimer. Essayez de garder un compte pour Titan Zenith. Souvenez-vous qu'il y a Crop Protection qui existe. Et en fait, une fois que tu connais bien la liste de postes, et que t'as déjà joué une fois contre, t'es plutôt entraîné de comment jouer contre, quoi. Enfin, y a pas beaucoup de... Le truc, c'est que c'est dur de tout retenir, surtout pour un deck qui est aussi peu joué. Enfin, c'est un deck qui est peu joué, donc et c'est dur de retenir un peu toutes les lignes qu'il peut avoir lui. Et c'est pour ça que j'aime bien ce deck, c'est parce que c'est un deck qui est pas forcément attendu, qui surprend. Et la raison pour laquelle j'aime moins ce deck en ce moment, c'est parce que Combo le démembre et que Delver est pas un bon match-up. Voilà. Enfin, Delver est 40-60, quoi. Donc c'est pas ingagnable, mais c'est pas ultra bon. Et c'est un peu problématique qu'un deck aussi top méta soit un match-up difficile, quoi. Et c'est surtout très frustrant de perdre contre Storm et Doomsday, je vous le dis, hein. C'est une frustration intense. Enfin, que veux dire de plus pas grand-chose. Alors je vais pas faire de ligue avec parce que en fait si je lance une ligue maintenant, ça s'arrête à 1h du matin et j'ai pas envie. Déjà je vais voir si la mise à jour de MTGO est terminée. Et je vais finir donc ça, toute la partie primer là est terminée. Donc je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube. On va s'arrêter sur cette magnifique musique que j'ai pas désactivée de MTGO, ça me rend fou. Ok, on s'arrête.